Mes mains ont tremblé, mon cœur a palpité, ma respiration s'est accélérée. Bref, j'ai vu le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian et on en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve une énième fois pour parler de la série The Mandalorian, saison 2, cette fois-ci penchée sur l'épisode 8, donc le dernier épisode. Cette vidéo sera donc une grosse conclusion de la saison. Comme d'habitude, je vous reporte sur mes vidéos précédentes, mais également ma vidéo sur les annonces de Star Wars que j'ai sorti il y a peu. Bref, aujourd'hui, au menu, chapitre 16, le sauvetage. On se demande bien de qui. Épisode de 40 minutes environ, et réalisé par Peyton Reed, alias le même réal que l'épisode 2, mais également le réalisateur des deux films Ant-Man. Ant-Man qui sont des films que j'aime bien, mais ça c'est un autre avis. Alors avant d'entamer le résumé de l'épisode 8, je tiens à rappeler que évidemment c'est la dernière vidéo de la saison 2, donc à cette occasion je vous invite à faire quelque chose que je ne demande que très peu de fois habituellement. Rejoignez-moi sur Twitter, Facebook et autres que j'ai inscrits dans la description. Comme je l'ai déjà dit dans mes annonces sur Star Wars, on ne sait jamais, si jamais il se passe un malheur à ma chaîne YouTube, eh bien vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Ensuite, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout, cliquez sur la cloche. Si vous ne cliquez pas sur la cloche, ça ne servira strictement à rien, car vous ne serez pas mis au courant de l'actualité de ma chaîne YouTube. Et si jamais je parlais de Star Wars, eh bien vous risquez de passer à côté et ce serait dommage. Bref, trêve de blabla, résumons maintenant l'épisode 8. On commence directement dans l'action avec le Dr Pershing qui se fait poursuivre par le Salva 1. On le capture avant les retrouvailles de Bo-Katan pour un nouveau deal. Au passage, cette dernière reconnaît parfaitement la voix de clone de Boba Fett. Mais pour l'instant, ça ne sera pas forcément important pour la suite. Elle accepte d'aider Mando dans sa quête à condition de garder le croiseur de Gideon pour reconquérir Mandalore. Et forcément, elle insiste bien pour que Gideon soit à elle. Et vous allez comprendre pourquoi. Le sabre noir. Le docteur Pershing donne toutes les infos sur le croiseur pour aider les héros à créer leur plan. Et Moff Gideon entre dans leur piège avec leur vaisseau qui pénètre le croiseur. Et ce, avant l'activation des Dark Troopers. Et comme d'habitude, les Stormtroopers ne servent à rien contre les héroïnes, pendant que Mando se tape une petite session à la Metal Gear Solid. Alors que bordel, il faut vraiment attendre l'arrivée des Dark Troopers pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Ils font 100% du taf, et ça se voit. Enfin, des ennemis qui cognent dans une pipe. Mais Mando se défend et se débarrasse de tout ça par le biais d'un sas. Suite à ça, Gideon passe à marcher avec Mando en lui disant qu'il n'a plus besoin de l'enfant puisque de toute façon il a déjà fini de faire des tests en analysant son sang, et il souhaite en échange garder le sabre noir. Sauf que non, car on aura le droit au combat le plus stylé et le plus attendu depuis le début de la série, Moff vs Mando. Évidemment, Mando remporte le match et offre Gideon à Bo-Katan sur un plateau. Erreur. L'antagoniste rappelle avec mépris que pour obtenir le sabre, il faut avant tout le mériter. Et je pense que les connaisseurs de la série Rebels le savent autant que lui. Mando et Bo-Katan devront donc se battre pour appliquer cette coutume. Mais l'heure n'est pas au duel car les Dark Troopers rappliquent. Et ce que j'avais prédit dans mes vidéos précédentes se réalise exactement au trait près. Bon sang de bonsoir. J'avais précisément dit que la méditation de Grogu avait fonctionné, qu'un Jedi allait le rechercher et allait intervenir dans le croiseur de Gideon en guise de Deus Ex Machina. Mais malgré ça, je pense qu'il a vraiment fini sa méditation. Et je pense que le fameux Jedi viendra à lui en guise de Deus Ex Machina pour lui sauver la mise des griffes de l'Empire. C'est exactement ce qui s'est passé. Et autre chose que j'avais prédit, bon sang de bonsoir, Luke, putain! Rappelons-le, l'objectif de Mando est de redonner le bébé Yoda aux Jedi. Donc, à l'époque où se déroule la série pour l'instant, il ne me semble pas que les Jedi peuplent le territoire. Il est donc probable de revoir des personnages issus de cette saga, je pense par exemple à Luke Skywalker. Évidemment, ce que je dis n'avance à rien. Et je vois encore les gens me faire la morale du fait que j'avais évoqué la présence de Luke, soi-disant parce que je ne connaissais pas les autres séries Star Wars. Je me souviens parfaitement avoir lu que si j'avais évoqué Luke, c'est parce que je ne connaissais pas Ezra, Cal Kestis ou encore Ahsoka, etc. Mais sauf que
rappelez-vous les gens, tout le monde n'a pas vu les séries annexes de Star Wars et le fanservice allait forcément être beaucoup plus fort si on avait fait venir pour la fin Luke Skywalker. Et puis surtout c'est plus cohérent, enfin soyons honnêtes. Donc prenez-vous bien ça dans les dents, Luke sa mère. Allez, un bon Luke dans la figure là. Bref, Mando montre son visage à Grogu afin de faire ses adieux déchirants et c'est fini. Mais non, car après le générique, on nous tease le livre de Boba Fett pour fin décembre il me semble, alors que ce dernier décide de succéder le trône des Hutt. Et voilà, épisode de fou, on va se le dire, et il y a pas mal de choses à dire pour débriefer tout ça. Tout d'abord, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué dans les épisodes précédents, mais on reprécise le fait que Pershing est un spécialiste du clonage, ce qui renforce la théorie de la recréation de Palpatine qui passe par le biais de la création de Snoke. Donc ça devient une évidence que le personnage qu'on peut voir dans la cuve est bel et bien un prototype de Snoke. Ensuite, le dialogue entre le soldat face à Cara Dune qui, encore une fois, remet en question les millions de morts sur l'étoile de la mort, vu pourtant comme quelque chose de positif dans la trilogie originale. I was on the Death Star. Which one? You think you're funny? Do you know how many millions were killed on those bases? Destroying your planet was a small price to pay to rid the galaxy of terrorism. Et ça c'est génial, vraiment, enfin, à aucun moment, en tant que spectateur, on pense à ça. Jamais on s'imagine tous les morts qu'a pu causer les rebelles pour juste remporter la victoire. Et au final, ces fameux rebelles sont vus comme des terroristes dans l'Empire. Raison pour laquelle il était important d'insister dans la série Rebels de préciser que les Stormtroopers ne sont plus forcément des clones, enfin, en tout cas pas tous il me semble, mais même si c'était le cas, la série Clone Wars, elle, nous a bien fait comprendre que les clones sont des humains, ils ont un comportement d'humain. Donc le fait de faire péter une étoile noire avec des millions de gens à l'intérieur est un pur crime de guerre. Enfin en même temps c'est ça la guerre. Et au passage dans cet épisode on insiste bien pour montrer la violence des meurtres de Mando avec les bruitages de nuques qui se cassent. Avant que Gideon ne précise qu'il savait que son équipage allait se faire assassiner car les héros sont en fait des meurtriers. And I imagine that they've killed everyone on the bridge, being the murderous savages that they are. C'est pas ouf ça? Enfin franchement, montrer que le méchant a peut-être une potentielle once d'humanité, moi je trouve ça plutôt stylé car on n'avait pas assez abordé ça dans les précédents films Star Wars. Ensuite, chose à part, loin de toutes ces thématiques, c'est le cacta qui se moque du Stifling. Voilà, j'ignore de quoi parle Boba, mais c'est encore une expression qui, j'imagine, fait référence à c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Encore des petits mots de vocabulaire inventés pour éviter les anachronismes dans cet univers. Et chose encore à part, on nous parle de l'Empire qui a vitrifié Mandalore. Alors je ne sais pas si on emploie ce terme vitrifié pour dire qu'ils ont juste encerclé et dominé la planète Mandalore, mais il est certain que la planète Mandalore aura un impact majeur pour la suite de l'histoire, surtout avec Bo-Katan, et c'est là qu'on comprend pourquoi elle n'a pas, je pense, de spin-off consacré à elle, contrairement à Ahsoka qui, elle, va peut-être raconter autre chose. Mais on en reparle dans un instant car justement, je vais parler un petit peu des théories autour de la saison 3 que j'ai purement inventées, donc tous ceux qui veulent ajouter autre chose, les commentaires sont à votre disposition. En effet, la saison 3 sera pleinement consacrée à la reconquête de Mandalore contre le grand amiral Thrawn. Alors au passage, dans les vidéos précédentes, je disais Thrawn, en vérité ça se prononce Thrawn. Et si ce n'est pas grand amiral Thrawn, il sera utilisé pour le spin-off d'Ahsoka. Donc si c'est bien le cas, Moff Gideon devra se libérer pour à nouveau redevenir le méchant principal, mais ça va aller plus loin. Écoutez ça. Pour commencer, Bo-Katan devra affronter Mando afin de récupérer le sabre noir selon les coutumes. Mais Din Djarin se laissera un peu faire, n'ayant que faire du trône de Mandalore. Et suite à ça, évidemment, Bo-Katan utilisera son sabre noir afin de convaincre les autres Mandaloriens de la suivre dans sa quête. Mais une fois Mandalore repris, cette dernière va réappliquer sa politique de Death Watch extrémiste, ce qui va entrer en contradiction avec les valeurs de Din Djarin. Perdu dans ses codes, Mando montrera de plus en plus son visage et devra trouver sa voie. On en apprendra plus sur les fils des Death Watch, dont Mando fait partie, et ce dernier s'alliera avec Sabine pour vaincre Bo-Katan et récupérer Mandalore une bonne fois pour toutes. Donc pour résumer, il y aura une première phase lors de la première moitié de la saison 3 contre l'Empire, et la seconde moitié sera consacrée à se combattre contre Bo-Katan.
n'oubliez pas, ce personnage était l'antagoniste de la série Clone Wars au début. Mais évidemment, je me trompe peut-être, si vous avez d'autres théories à apporter, n'hésitez pas à m'en faire part encore une fois. Bref, sans surprise, l'épisode 8 était pour moi le meilleur épisode de la saison 2, avec le premier également, mais bon, la touche fanservice a frappé fort, et ça a marché, en tout cas sur moi. Et d'ailleurs, 3 épisodes plus tard, ça me fait toujours un peu bizarre de voir Boba Fett joué par Temuera Morrison. C'est un petit peu un fantasme que tout le monde rêvait. Et j'ai trouvé les Dark Troopers ultra stylés, ils relèvent enfin un enjeu. Et j'ai eu très peur que leur passage soit rapidement expédié suite à la phase où ils se font emporter dans le sas. Au final, ça n'a pas été le cas, puis rappelons-le, la série coûte déjà assez cher. Ça devait coûter cher de mettre en avant les robots de cette manière, surtout quand on voit Luke à la fin en image de synthèse, forcément ça coûte du pognon. D'ailleurs, pour revenir sur les Dark Troopers, j'ai bien aimé l'espèce de petite musique dubstep qui les accompagne. Ça colle vraiment à l'effet machine. En tout cas, s'il y a quelque chose que j'ai compris de la saison 2, c'est que c'est plus penché sur les personnages que sur l'histoire. L'histoire est plutôt mince, si ce n'est très maigre. Voilà, c'est juste un gars qui doit aller à un point A, puis à un point B, puis à un point C. Il doit emprunter le point Z pour revenir au point G, puis réemprunter le point B afin de revenir sur le point A. Enfin bref, le squelette que constitue l'histoire n'est pas très intéressante. Par contre, c'est beaucoup plus penché, comme je le disais, sur les personnages, sur leur histoire, sur leur comportement. On aborde beaucoup le thème de l'identité avec le casque sur Mando. Ça parle aussi d'introversion. Enfin, le personnage de Din Djarin peut représenter les gens introvertis qui ont du mal à se dévoiler. Donc ça, c'est vraiment bien représenté, je trouve. Et il y a évidemment toute une thématique autour des différents points de vue des gens. Il y a vraiment une volonté de montrer que du côté de l'Empire, les rebelles sont les méchants de l'histoire. Et pour le coup, parmi tous les spin-offs que nous a montré Disney, j'aurais bien aimé voir un projet consacré à l'Empire, peut-être voir un héros du côté de Dark Vador, Dark Sidious, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à dire et vous aussi vous avez des choses à dire. La preuve en est dans les commentaires de la vidéo précédente. Et on commence de suite par Kibix et Tsubasa qui nous parlent du casque des Stormtroopers. On nous fait bien comprendre qu'ils voient que dalle derrière leur casque et c'est peut-être à cause de ça qu'ils ne savent pas viser. You know what? I'm taking this thing off. I can't see anything. Nous avons ensuite, alors attention, pseudo compliqué, Matt, Briggs et Wyell ainsi que Orion W qui ont prévu l'arrivée du Grand Amiral Thrawn en guise de dernier plan pour teaser la saison 3 et je ne vous cache pas que j'y ai cru, vous étiez nombreux à en parler dans les commentaires de la vidéo précédente et hélas on s'est tous plantés. Je pense que les producteurs préfèrent attendre de bien choisir l'acteur qui va incarner ce personnage qui sera majeur pour la suite, ainsi peut-être pour le spin-off de Ahsoka Tano, mais ça aurait été sympa d'entendre peut-être sa voix ou je ne sais pas, enfin bref. Ce n'est pas grave. Crix Zipex recommande le livre Étoile perdue qui parle justement du traitement des soldats de l'Empire. Et merci pour ce partage car ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les soldats de l'Empire justement. Ensuite, selon Red Elf, la Force Clone 99, donc la Bad Batch, s'est chargée de récupérer Grogu pendant la purge. Et là pour le coup c'est juste une de ses théories, mais on verra bien ça je pense dans le spin-off consacré au Bad Batch justement. Valentin Véro nous rappelle que le cockpit du Slave 1 dans l'attaque des clones reste à l'horizontale lorsqu'on voit Boba Fett enfant rentrer dedans. Et ce malgré le mécanisme de transport du Slave 1 qui pivote dans l'épisode précédent de la série The Mandalorian. Personnellement je pense que c'est juste l'arrière du vaisseau qui a ce système de pivot pour pouvoir transporter des cargaisons plus facilement, mais le cockpit lui reste à l'horizontale. Enfin je pense pas qu'il se soit planté là-dessus. Super Chris Cochin lui détecte encore des incohérences. Par exemple dans l'épisode 7 il transporte un contenu ultra explosif dans des camions avec des grosses roues sur une route un petit peu branlante, et ce sans la moindre escorte alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont entourés de pirates. Pourquoi faire ça dans cet univers alors qu'il existe déjà des véhicules très lourds comme des tanks avec un système anti-gravité en dessous. Bref, une belle incohérence. Samurai Fall ainsi que Fanny Erickson détectent le fait que l'épisode 7 est le seul où on ne voit pas le personnage de Grogu. Et c'est vrai, il ne me semble pas qu'on avait d'autres épisodes comme ça. Bouskari CR nous parle de l'opération Cendre qui apparemment a déjà été mentionnée dans le jeu vidéo Battlefront 2. Alors j'ignore s'il part du remake que je n'ai pas encore fait, alors que je l'ai pourtant, ou plutôt de l'original que j'ai fait il y a très longtemps et qui a marqué une bonne partie de mon enfance, la Conquête Galactique mon gars.
putain de mode de jeu. Donc si tu vois ça, n'hésite pas à me le préciser. Et on finit sur SD Drawing qui nous parle du message de Mando qu'on peut voir à la fin de l'épisode 7 de la saison 2, qui est en fait le même que celui de Moff Gideon, également dans l'épisode 7, cette fois-ci de la saison 1. You have something I want. You may think you have some idea what you are in possession of, but you do not. You have something I want. You may think you have some idea what you are in possession of, but you do not. Donc très bonne observation. Et on approche déjà de la fin de cette série d'analyse de la série The Mandalorian. Mais évidemment ce n'est pas la fin des vidéos sur Star Wars, bien au contraire. Je dirais même plus que c'est même le commencement. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous le rappelle, rejoignez-moi sur Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux que j'ai mis dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout, cliquez sur la cloche. Je ne le redirai jamais assez. Faites-le car encore une fois, je reparlerai bien évidemment de Star Wars sur cette chaîne YouTube, même si les sujets sont divers et variés. Il y a donc d'autres sujets qui pourront potentiellement vous intéresser et je vous invite donc à vous y pencher. Mais surtout, ça vous permettra de suivre l'actualité que je suis à la pointe sur ma chaîne YouTube et de rester au contact avec moi pour la saison 3 de The Mandalorian, que j'ai hâte. J'ai hâte de voir la direction que va prendre la série. Et malgré les tonnes d'annonces de Disney, il n'y aura pas d'autres produits Star Wars avant un petit moment, un an pour être précis, à part le Star Wars Vision qui peut-être arrivera plus tôt que prévu. Mais à part ça, on ne va pas tout de suite nous vomir du Star Wars à la figure. Et c'est pour le mieux. Commentez si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à cet épisode. Peut-être que je les mettrai en avant dans une autre vidéo consacrée à Star Wars, notamment The Mandalorian. Sur ce, on se laisse ici. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.